Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la fois d'une nouvelle leçon sur Montaigne, Michel de Montaigne. Euh, Son vrai nom était Michel Équin, 1533-1592. Michel de Montaigne a choisi de porter le nom du château que son arrière-grand-père, un marchand de vin et de poissons de Bordeaux, avait acheté dans le Périgord. Et on sait qu'il a vécu dans son château, non? Euh, dans son château, Montaigne avait installé sa bibliothèque, sa librairie, comme il l'appelait. Elle contenait plus de 1000 volumes. Ah, c'est bon, beaucoup, hein? Euh, alors, qu'est-ce qu'on sait de Michel de Montaigne, c'est-à-dire Montaigne? Il apprend le latin comme une langue vivante et il est allé à 6 ans dans un collège euh, qui lui ont laissé des mauvais souvenirs. Puis, il a étudié le droit il s'est marié et il a aussi travaillé dans le Parlement. Après la mort de son père, qui lui laisse une belle fortune, Montaigne décidera de se retirer dans le château des familles. Son œuvre la plus importante, c'est les Essais, qui est composé par 3 livres. Et là, on trouve des réflexions profondes sur l'amitié, l'amour, sur le langage et la poésie, sur la vie, la vieillesse, la souffrance et la mort. Ces thèmes sont entrecoupés de commentaires de textes antiques et de réflexions sur le monde contemporain. Montaigne exprime sans doute sur la vie, sur la vérité, sur le savoir dans la célèbre formule que sais-je? La sagesse est fondée sur l'amour de la vie et la confiance en la nature. La mémoire écrite permet d'échapper à l'écoulement universel et à l'oubli. Ce sont des thématiques contemporaines, on peut dire, non? Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire, non? J'ai déjà dit dans un premier colligement que j'aime Montaigne et surtout le passage de ses essais où il parle de comment éduquer un enfant. Et je pense qu'il est un père de la pédagogie moderne. Qui on compare surtout avec Rabelais, qui est un autre écrivain très, très fameux, qui est de la même période non, historique, c'est-à-dire l'humanisme, le début de la Renaissance, on peut le dire, non? Comment éduquer un enfant? Alors là, on peut lire ce texte. Ayant plutôt envie d'en tirer un habile homme qu'un homme savant, je voudrais aussi qu'on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu'on y requît tous les deux, mais plus les mœurs et l'entendement que la science, et qu'il s'y conduisit en sa charge d'une nouvelle manière. On ne cesse de crier à nos oreilles, comme qui verserait dans un entonnoir. Et notre charge, ce n'est que redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais qu'il corrigeât cette partie et que de belles arrivées d'élabore, selon la portée de l'âme, qu'il en a en main, qu'il commença à la mettre sur la montre, lui faisant goûter les choses, les choisir et discerner d'elle-même. Quelquefois, lui ouvrant chemin
quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle tout seul. Je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour, qu'il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la substance, et qu'il juge du profit qu'il aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais de sa vie. L'estomac n'a pas fait son opération s'il n'a fait changer la façon et la forme à ce qu'on lui avait donné à cuire. Si l'élève embrasse les opinions de Xénophon ou de Platon par son propre discours, ce ne seront plus les leurs, ce seront les siennes. Qu'il oublie hardiment s'il veut, d'où il les tient, mais qu'il se les sache approprier. La vérité et la raison sont communes à un chacun et ne sont pas plus à qui les a dites premièrement qu'à qui les dit après. Ce n'est non pas plus selon Platon que selon moi, puisque lui et moi l'entendons et voyons de même. Les abeilles pilotent des là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Ce n'est plus Time ni Marjolaine, ainsi les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement, son institution, son travail et étude ne vise qu'à le former. C'est une adaptation en français moderne de Claude Pingano, édition Arléa. Alors, selon Rabelais, l'éducation visait à transformer l'élève à un abîme des sciences. Non? On rappelle le passage de la journée de Gargantua, non? Dans son œuvre Gargantua et Pantagruel. Et que souhaite Montaigne pour un enfant de famille noble? Eh bien, là, c'est intéressant, il l'a dit dans ce passage. Et donc, Montaigne, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les élèves pensent avec leur tête, non? Il parle d'une tête bien faite plutôt qu'une tête bien remplie. Donc, ce n'est pas la quantité des connaissances, non, qui compte, mais le développement de la compréhension, de l'intelligence, de l'équilibre entre l'esprit et le corps. L'éducation, pour Montaigne, doit former un homme complet, sans violence, mais dans la joie et l'écart d'acquisition. Et donc là, c'est vraiment quelque chose d'important aussi pour la pédagogie moderne. Quels sont les thèmes principaux donc de comment éduquer un enfant? Donc c'est cette comparaison avec Rabelais sur l'éducation qu'on a dit, non? Et puis pour Montaigne, le savoir, c'est la tête bien faite, pas la tête bien pleine comme Rabelais. Le maître, le précepteur pour Montaigne, lui a été un précepteur, non? En effet. Et est un guide qui ouvre le chemin du savoir. On doit réfléchir sur ces mots, non? Aujourd'hui aussi. Hein? Le savoir est un témoignage de sa vie. Pas apprendre par cœur, l'apprendre par cœur. Et puis, il utilise des métaphores. Il y a deux métaphores. Donc, l'estomac, comme le produit, non, de son travail, représente l'élaboration. Donc, l'élaboration du savoir par le disciple, non? Comme ce qui passe dans l'estomac, non? Et puis, il y a l'autre métaphore, l'abeille avec le miel, non? Il parle dans le texte de l'abeille. Et c'est une autre métaphore pour dire que le savoir, l'apprentissage ne doit pas rester chez le précepteur, qui c'est l'abeille, représenté par l'abeille,
mais il doit être élaboré par le disciple, comme le miel qui est pour tout le monde, et donc le savoir qui est pour tous, pour tout le monde. Et là, c'est une autre défi très intéressant de la connaissance, de l'apprentissage dans l'école. C'est pour ça que j'aime Montaigne, non? Et enfin, je voudrais aussi vous parler de l'avertissement au lecteur que Montaigne fait, non, au début des essais de son œuvre autobiographique, non? Et l'auteur justifie son projet dans l'avertissement qu'il fait au lecteur. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis, à ceux que m'ayant perdu. Ce qu'ils ont à faire bientôt, il y puisse se retrouver aucun quelque trait de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen, ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher les faveurs du monde, je me fusse mieux paré et je me présenterais à une marche étudiée. Je veux qu'on m'y voie à ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention, effort et artifice. Car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif et ma forme naïve, naturelle, autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore sur la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers péri ici, tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir à un sujet si frivole et si vain. Adieu donc, de Montaigne, ce 1er de mars 1580. Adaptation en français moderne de Claude Pingano, édition Arléa. Et encore autoportrait. Ça, c'est amusant. Toujours les essais, non? 1580. D'adresse et de disposition, aisance, je n'en ai point eu. De la musique, ni pour la voix que j'y ai très inepte, ni pour les instruments. On ne m'y a jamais su rien apprendre. À la danse, à la paume, à la lutte, je n'y ai pu acquérir qu'une bien fort légère et vulgaire suffisance. À nager, à escrimer, à voltiger et à sauter, nul du tout. Mes conditions corporelles sont l'ensemble très bien accordantes à celles de l'âme. Il n'y a rien d'allègre. Il y a seulement une vigueur pleine et ferme. Je dure bien à la peine, mais je dure si je m'y porte moi-même et autant que mon désir m'y conduit. Mollite, pardon, c'est latin, excusez-moi. Molliter austerum studio fallente laborem. Le plaisir, l'important sur la fatigue du travail. Horace. Satire 2, 12. Autrement, si je n'y suis alléché par quel plaisir, et si j'ai autre guide que ma pure et libre volonté, je n'y vaux rien. Adaptation en français moderne de Claude
Pingano Édition Arléan. Alors, ça c'est intéressant, non? Alors, avertissement au lecteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il est lui-même l'auteur, non? Qui ne se cache pas dans quelque forme, dans quelque masque, en effet, non? Il est nu, il dit, il est nu. C'est ça l'avertissement au lecteur. Je suis moi-même à la manière de mon livre, il dit, non, la manière de mon livre. Et dans l'autoportrait aussi, il dit, non, que je dure bien à la peine, donc et il dit qu'il dure jusqu'au moment où son désir le conduit. C'est ça, non? Il est un peu inepte, il dit qu'il est inepte, donc on peut dire qu'il est très sincère, non, dans ce autoportrait. Il parle surtout de la fatigue. Alors, ce qui l'identifie surtout, c'est la fatigue de son travail, de l'écriture, en effet, non, de la narration, c'est ça. Donc, je pense avoir terminé ces textes et sur Montaigne. Je peux dire encore la chose que le moi esse, che in italiano è saggio, no? Indiquait dès le Moyen-Âge une tentative, une première expérience, mais aussi le fait d'essayer le goût, c'est-à-dire de goûter pour la première fois un mets, de l'expérimenter, en vieil italien saggio, en italien contemporain assaggio. Hein? Montaigne, en réalité, attribue d'abord ce mot à sa propre vie. Il dit « Toute cette fricassée que je barbouille ici n'est qu'un registre des essais de ma vie, c'est-à-dire une liste de toutes les expériences qu'il a eues dans sa vie. » Et donc, à partir de Montaigne, le mot essai prendra également le sens d'un ouvrage de réflexion non exhaustif sur un thème particulier. Et donc, le mot italien saggio, dans ce sens, vient du terme anglais essai, qui à son tour a été calqué sur le français. Alors, je pense qu'on a presque terminé. On peut dire des sentences qui aimaient Montaigne. Je les lis. Ne c'est pas trop sage. Pardon. Je me suis trompée. Ne sois pas trop sage. Tu deviendrais stupide. Encore, si quelqu'un estime savoir quelque chose, il ne sait pas encore ce que savoir veut dire. Seule certitude, rien n'est certain, et rien n'est plus pitoyable ou prétentieux que l'homme. Enfin, non, la claire vérité, aucun homme ne l'a su, et jamais homme ne la sera. À bientôt et bonne écoute avec Montaigne. Au revoir, à la prochaine.